Ça a commencé à devenir une habitude ce craquement de doigts pour commencer la vidéo. Vous avez vu, j'ai un nouveau micro. Salut tout le monde, c'est James pour la chaîne Studio Sushi. Alors si tu me connais pas, j'ai une chaîne où je parle de photos et de vidéos et de création en général. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi. Avant que je commence, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais annoncer le gagnant du concours. Donc le gagnant qui va gagner les casques Beats by Dre. Attendez, je vais les chercher. Et oui, on va enfin savoir qui a gagné ces magnifiques écouteurs Beats by Dre. Donc restez jusqu'à la fin. Je lance un nouveau format sur cette chaîne, pour être très bref, moi j'ai du mal à suivre toute l'actu et tout ce qui sort chaque mois. En fait ce que j'ai envie de faire c'est tout simplement un petit récap mensuel pour parler de ce qui s'est passé le mois précédent en termes de photos, vidéos, création, matériel. Voilà, ce sera la petite vidéo chaque mois pour avoir quelques points de repère sur les grosses sorties, les grosses annonces, les polémiques, les choses qui ont fait parler, les choses qui ont vraiment mis des étoiles dans les yeux des spectateurs. Un peu dans tous les domaines, on verra, photos, vidéos, matériel, ça dépendra de l'actualité. Et donc l'actu du jour en France, c'est la sortie de l'album de PNL. Donc en fait ce qui s'est passé et ce qui est assez ouf dans l'univers YouTube, c'est que le 22 mars dernier, les deux frères Ademo et Nos ont fait un live de 15 heures pour annoncer leur nouveau single. Tous les fans du groupe se sont mis devant YouTube et ont regardé pendant 15 heures ce live où on voyait la planète Terre et puis plein d'objets, d'indices défiler dans l'espace. Il se passait pas vraiment grand chose, mais voilà, c'était hyper mystérieux. C'est la première fois qu'on voit ça sur YouTube et je pense que c'est la première fois qu'on voit ça dans l'univers du rap. Donc ça a beaucoup fait parler. Et alors quand ils ont annoncé le nouveau clip, donc nouveau clip à 20h, le clip est sorti et là ils ont mind blown tout le monde. Aujourd'hui le clip a presque 40 millions de vues et la particularité de ce clip c'est qu'il a été tourné à la Tour Eiffel de Paris. Le clip a vraiment fait beaucoup parler de lui, il y a eu plein de youtubeurs qui ont essayé de faire des analyses, donc il y a Atom avec Stéphane Couchou que je vous conseille d'aller voir, ou Hardisk, tout ça pour essayer de comprendre comment tout le clip a été produit. On les voit assis sur les toits de la Tour Eiffel, on voit un drone passer dans les hauteurs de la Tour Eiffel, voilà c'est hyper impressionnant, surtout qu'on sait qu'à Paris c'est hyper compliqué de faire voler un drone. Tout internet s'est demandé comment ce clip avait été réalisé, la presse a parlé de ce clip vraiment comme une première, voilà, parce que c'est vraiment exceptionnel d'avoir fait ce clip là dans ces conditions là avec ces images là. Donc bravo à toute l'équipe de prod parce que vous avez vraiment réussi un coup de maître. Après PNL on aime ou on n'aime pas, hein. Ils sortent leur nouvel album, tout le monde ne fait que parler de ça, Twitter ne fait que parler de ça, l'album Deux Frères est en train de faire exploser tous les records du rap français. Voilà, c'est le clip qui a le plus fait parler de lui au mois de mars. Mais il y a un deuxième clip qui a fait une grosse polémique, c'est Rammstein. Donc Rammstein, groupe de métal allemand, a sorti un clip qui a de suite fait polémique. C'est un clip sur l'histoire de l'Allemagne et de ses heures les plus sombres. Et le clip a tout de suite fait polémique parce qu'il met en scène voilà, des juifs qui vont se faire pendre. Donc il y a des sujets, dès qu'on commence à utiliser ces sujets-là pour faire du marketing, de la promo, ça gêne, ça dérange un peu les gens. Moi, ce que j'ai retenu du clip, c'est qu'en termes de prod, c'est absolument incroyable. Chaque plan est tellement bien pensé, réalisé, maîtrisé, que ce soit au niveau des lumières, des costumes, de l'acting, du cadrage, tout est hyper cinéma quoi. Chaque plan pourrait être le plan d'un film et il y a une multitude de scènes, vraiment le clip est incroyable. En termes de prod et de réalisation, il m'a laissé sur le cul. C'est vraiment hyper beau, hyper bien produit et réalisé, je vous invite à aller le voir, vraiment ça vaut le coup d'œil. Mais voilà, vous êtes prévenus, sur la forme, visuellement le clip ne laisse pas indifférent, sur le fond, sur les sujets abordés dans le clip, ça ne laisse pas indifférent non plus. Voilà, Rammstein a fait un gros coup pour son retour sur le devant de la scène et c'est disponible sur YouTube. Moi, je me demande comment l'Allemagne a reçu ce clip-là. Faudrait que j'aille voir un peu les critiques et les avis sur ce clip-là. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que ce clip-là vous fera écouter du Rammstein ou pas ? Une petite actualité photo, donc l'artiste JR, qui est connu pour ses collages sur des surfaces énormes, a fait pour l'occasion des 30 ans de la pyramide du Louvre une anamorphose, donc c'est un trompe-l'œil qui n'est visible que d'un seul point de vue. Ce trompe-l'œil, il est tout autour de la pyramide du Louvre, donc il a fait un collage géant où on peut voir, on peut s'imaginer tout le sol creusé autour de la pyramide du Louvre. Moi quand j'ai vu la photo sur Instagram, j'ai fait waouh, ok c'est ouf. De suite polémique à nouveau, drama, parce que en fait dès le lendemain, les touristes qui sont allés sur le site ont commencé à voir en fait le collage avec leurs propres yeux et le collage commençait à s'abîmer, à se déchirer, les gens commençaient à emporter des bouts du collage et en fait l'œuvre non seulement est difficilement visible du point de vue de la pyramide du Louvre parce qu'en fait quand on regarde le point de vue de la photo d'origine,
il est très très haut, il est sur des bâtiments, et quand on est en face de la pyramide, en face des feuilles collées, on voit pas grand chose par rapport à cette anamorphose. Sur place, c'est vite devenu un champ de guerre, puisque voilà, il y a eu des bouts de collage décollés, déchirés de partout. Les articles de presse ont commencé à dire bon bah voilà, c'était hyper éphémère, etc. Et JR s'en défend, puisqu'il s'est dit voilà, mes œuvres sont éphémères, une fois qu'elles sont collées, l'œuvre va vivre et être livrée à elle-même. Les gens vont la laisser telle quelle ou en emporter un bout, c'est comme ça qu'ils voient son art. Moi je trouvais ça super original, et puis surtout ça change un peu des anamorphoses normales où on voit vous savez, des formes géométriques peintes sur des murs. Selon le point de vue, bon ben on voit une forme géométrique qui vient s'affranchir de tous les reliefs. J'ai trouvé ça différent et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Maintenant, un peu d'actualité YouTube. PewDiePie, le plus gros youtubeur au monde, a été détrôné. Ce n'est plus le plus gros youtubeur au monde. Le combat qui dure depuis des mois, je crois que ça dure depuis septembre, c'est terminé en mars. La chaîne de cette maison de production de musique T-Series est passée devant lui au courant du mois de mars. Voilà, donc ça a dépassé les 90 millions d'abonnés, c'est n'importe quoi. Ça paraît un peu inutile comme news, mais c'est quand même historique, parce que dans l'histoire de YouTube, on n'était jamais allé aussi haut en termes de nombre d'abonnés, et PewDiePie n'avait jamais été détrôné. De toute façon, le combat il est foutu, parce que entre une chaîne d'un seul mec chez lui qui fait des vidéos un peu lol sur des mèmes, et une chaîne de production de musique où les titres sont réécoutés, diffusés dans des bars, dans des restaurants et tout ça, il peut pas se battre en fait. Alors ce qui est ouf en termes d'écosystème YouTube, cette histoire de subscribe to PewDiePie, il a été un combat pour tous ses abonnés. Pour moi, ce combat il est allé super loin. Il y a quand même des mecs qui ont hacké des centaines d'imprimantes connectées en réseau pour que ces imprimantes s'abonnent à PewDiePie. Est-ce que ça va trop loin? Oui, ça va trop loin, moi je pense que ça va trop loin. Il y a des mecs comme MrBeast qui ont acheté des pubs 4x3, des panneaux lumineux dans les États-Unis pour inviter les gens à s'abonner. Bon, c'est devenu n'importe quoi. Et surtout, ça a beau être le plus gros youtubeur au monde, voilà, il est sous plein de polémiques. Il a fait des choses, il a montré des choses et il a dit des choses qui sont borderline. Malgré ses prises de défense par rapport à ses sponsors, Disney notamment, qu'il a perdu parce qu'il a dit des trucs nazis, fachos, machin et tout. C'est tout le problème de ce youtubeur. Je vous laisse vous faire un avis vous-même, mais pour moi la guerre est finie. Enfin, il paraît que ça reprend. L'autre scandale, l'autre polémique, c'est le youtubeur toulousain Thibaut InShape. Bon voilà, on avait dit qu'on montrait plus des cadavres sur YouTube. Il a fait une vidéo sur un métier autour des morts, les gens qui s'occupent des cadavres après leur mort pour les préparer, et ça a beaucoup dérangé parce que on le voyait manipuler le cadavre, on le voit avoir des réactions qu'il a normalement sur sa chaîne en mode lol autour de la personne morte, même si l'intention était bonne. Parler d'un métier dont personne ne parle d'habitude, sur la forme et sur les réactions, c'était vraiment déplacé. Summum, ça a été une des réponses qu'il a donné sur Instagram en disant mais attends, pourquoi tu montres cette personne, ça se trouve la famille est pas d'accord. Il a répondu non mais de toute façon cette personne là n'a plus qu'un frère de 80 ans. Enfin voilà, c'est pas une réponse. Donc bon voilà, Thibaut InShape, un gros sportif qui doit avoir de super coach sportif. Peut-être qu'il aurait besoin d'un coach en communication. Pour moi c'est un gros dérapage, une grosse sortie de route. Et pour terminer, 2 news matos. Vous avez pu voir sur la chaîne que je teste de temps en temps du matos. Et là on va parler d'un truc qui a un peu révolutionné le monde de la photo. Enfin, ça a révolutionné le monde des smartphones et ça a titillé le monde de la photo. En gros, Huawei a sorti un téléphone qui s'appelle le P30 Pro. Pour faire très bref, ce téléphone a la capacité de zoomer 5 fois de manière optique et 50 fois de manière numérique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, de permettre à quelqu'un de zoomer 50 fois en utilisant son smartphone, donc en étant n'importe où, c'est juste ouf. Et c'est même très creepy. Donc il y a Marques Brownlee qui a fait un test, et je vais vous montrer les images. On peut zoomer vraiment à 15 étages et regarder ce qui se passe dans une pièce. C'est complètement dingue. Donc voilà, ça c'est le futur. Ce genre de smartphone, environ 1000 €, qui embarque des capteurs 40 millions de pixels quoi. Le capteur, il a 40 millions de pixels. Il permet de zoomer en X50. C'est complètement ma boule. Le bordel embarque une stabilisation optique et logicielle. Il peut monter jusqu'à 65 000 ISO. Clairement, les smartphones d'aujourd'hui, c'est autre chose quoi. Voilà, donc le P30 Pro, j'aimerais bien le tester, j'aimerais bien voir ce que ça donne en vrai ce zoom, mais j'ai vu pas mal d'aperçus déjà sur YouTube et avec des gens qui postaient des photos sur Twitter, c'est impressionnant. Donc une dernière annonce matos, c'est Sony qui a sorti une nouvelle action cam. Donc dès qu'on parle action cam, on pense de suite à GoPro. Et en fait, Sony a une action cam qui s'appelle la RX0. Vraiment, je connais pas beaucoup de personnes qui l'ont autour de moi. Il y a Rémi Chapeaupian qui l'utilise, et cette caméra, on l'a utilisée en tournage en Espagne pour filmer les motos, parce que cette caméra a une meilleure image, elle produit des images de meilleure qualité. Et en fait, la RX02 a non seulement des capacités en termes de production d'images qui sont vraiment bonnes, avec du slow motion en 1000 images par seconde. En plus, la caméra elle est capable de résister à une chute de 2 mètres, elle peut supporter un écrasement de 200 kg. Voilà, elle est vraiment faite pour le tout-terrain quoi, c'est vraiment, pour le coup c'est vraiment une action cam. Et cerise sur le gâteau, la RX0 a un écran
un flip screen inclinable, comme le A6400. Alors je pense qu'ils vont les intégrer, ces écrans à 180 degrés de plus en plus sur leurs appareils Sony, parce que voilà, on le voit sur la 6400, on le voit sur cette RX02. Pourquoi mettre un écran flip screen sur une action cam? Vous allez me dire, bah, quand vous faites de la plongée, ça peut être sympa d'être sûr de se cadrer quand vous êtes en train de faire un selfie sous l'eau. Non, vraiment, le problème des action cam, c'est en général le cadrage. On passe son temps à vérifier avec des apps connectées, à se reconnecter pour vérifier que le cadre est bon. Donc que les écrans s'améliorent sur ces action cam, c'est une bonne chose. Voilà, par contre c'est une caméra qui vaut cher, hein, elle est dans les 800 €. Sony la vend pas comme une action cam, ils la vendent comme presque une caméra de voyage à selfie. Et ils ont une pub très amusante où ils ont carrément personnifié la caméra comme étant un petit personnage de Pixar qui fait des petits bruits. Pour Sony c'est une caméra de voyage dont on se fout parce qu'elle est hyper solide et elle permet de tout faire. À voir, j'aimerais bien la tester. Bon, le gagnant. Bravo Virgile Dier, ton nom s'affiche en bas de l'écran. T'as gagné les Beats X Beats by Dre. On se recontacte et puis je t'envoie ça dès que possible. Sur ce, c'était le premier Studio Sushi News. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé cette vidéo, vous lâchez un gros pouce bleu. Moi, comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur Instagram, Twitter et Facebook. Et puis quoi? Et ben, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Peace.